Cette présentation va être principalement de type scientifique avec des chiffres, des graphiques, des comparaisons. Elle va montrer que nous sommes séparés par différentes cultures et par différentes langues. Germaine Tillon, qui était ethnologue, sociologue, étudiait les communautés humaines. Lorsqu'elle était déportée à Ravensbrück, elle a pu observer les communautés humaines de ce lieu de déportation et d'extermination où étaient déportées des femmes de toute l'Europe. Voici la conclusion de son chapitre, décrivant la vie dans ce camp. Les grands clivages, plus encore que ceux des nationalités, des partis politiques ou des religions, furent ceux des langues. Il y eut cependant des chaînes d'entraide qui dépassaient les nationalités, faisaient circuler des observations, des déductions et aussi tout court l'amitié. Nous allons voir que cette conclusion peut s'appliquer à l'ensemble de l'Europe actuelle. La présentation sera basée sur des enquêtes Eurobaromètre, qui sont des enquêtes d'opinion publique à l'échelle de l'Union européenne, avec près de 30 000 personnes interrogées dans les différents pays de l'Union, avec des quotas selon les sexes, les âges, les conditions sociales. Voici des copies d'écran faites il y a quelques jours, en avril 2017. Très souvent, les rapports ne sont disponibles qu'en anglais, comme pour cette enquête sur les produits de la pêche. Au mieux, les rapports sont en 3 langues, anglais, allemand et français. Parlemètre est une série d'enquêtes réalisées pour le Parlement européen. Le dernier a été réalisé à la fin de 2016. La diversité des langues est plus grande que pour les enquêtes Eurobaromètre réalisées pour la Commission européenne. Ici, les synthèses analytiques sont dans les diverses langues officielles de l'Union. Par contre, l'analyse sociodémographique est seulement en anglais. Pour obtenir les graphiques présentés dans ces écrans suivants, il a fallu piocher dans le rapport principal, dans l'annexe sociodémographique et parfois dans les fichiers de données. Dans ces rapports, on trouve souvent des valeurs moyennes. La démocratie, c'est la prise en compte des voix des habitants. Si les habitants pensent que leur voix est de moins en moins prise en compte, c'est qu'ils pensent que la démocratie fonctionne de moins en moins bien. En résumé, les Européens pensent que leur voix compte dans leur pays, à peine plus de 50%, mais c'est quand même un peu plus, mais seulement un tiers pense que leur voix compte dans l'Union européenne. Et ces pourcentages sont en nette baisse par rapport aux enquêtes précédentes du même type. Globalement, les peuples européens sont de plus en plus mécontents. La moyenne n'est pas tout. On peut s'intéresser aux catégories sociales. Rien d'étonnant, les chômeurs et personnes au foyer ont le sentiment de ne pas compter. Par contre, les cadres, qui ont l'habitude de discussions pour influencer les décisions, sont plus à l'aise et sentent que leur voix a de l'importance. Dans le nuage central, les étudiants et les jeunes ont une opinion plus positive de leur influence que les ouvriers et les retraités. Dans ce nuage central, hommes et femmes ont pratiquement la même position. Mais ceci n'est rien en comparaison des différences entre les pays. Les opinions nationales sont beaucoup plus variées que les opinions des groupes sociaux. Les Grecs ont des opinions très négatives. Moins de 20% pensent que leur voix compte dans le pays et à peine plus pour l'Union européenne. Ils sont suivis de près par les Italiens et les Espagnols. De l'autre côté, les populations d'Europe du Nord-Ouest ont une bonne opinion de la démocratie dans leur pays et dans l'Union européenne. C'est la même chose pour les opinions sur le Parlement européen. Les étudiants, les cadres et les jeunes en général ont une bonne opinion et souhaitent qu'il joue un rôle plus important, alors que les ouvriers, personnes au foyer, retraités et chômeurs en ont une image négative et ne souhaitent pas qu'il ait un rôle plus important. Là encore, les opinions masculines et féminines sont très proches. Là encore, les différences entre les groupes sociaux sont très petites par rapport aux différences entre les groupes nationaux. Les différentes nations sont très éparpillées. Il n'y a que peu de liens entre l'opinion positive et le souhait d'un rôle plus important. Roumains et Bulgares sont très positifs, peut-être est-ce dû aux efforts de l'Union européenne contre la corruption dans leur pays. L'opinion des Français n'est pas représentative de l'ensemble de l'opinion européenne. Nous, les Français, sommes beaucoup plus mécontents du Parlement européen que la moyenne, mais nous souhaitons quand même qu'il joue un rôle plus important. Toujours dans le Parlemètre 2016, on voit encore l'optimisme des jeunes, des étudiants et des cadres, et le pessimisme des personnes au foyer, des retraités, des vieux, des chômeurs. Il y a une nette corrélation entre l'opinion sur le passé, c'est-à-dire notre pays a bénéficié de l'Union européenne, et celle sur le futur, c'est-à-dire les choses vont dans la bonne direction.
Mais les opinions nationales sont beaucoup plus diversifiées. Les Italiens et Chypriotes sont les plus pessimistes, contrairement aux Irlandais, Maltais et Lituaniens. On voit la position très basse du Royaume-Uni, mais ce sondage a été fait après le vote du référendum sur la sortie de l'Union. Au contraire, Bulgares, Croates et Roumains sont optimistes. Un autre sondage sur le futur de l'Europe a été demandé par la Commission européenne, à peu près à la même époque, donc fin 2016. Comme d'habitude, les données ne sont disponibles que dans des langues d'une minorité des populations européennes. Toujours dans le Parlemètre 2016, avec une opinion sur le passé, notre pays a bénéficié de l'Union, et une opinion sur le futur, les choses vont dans la bonne direction. On voit encore l'optimisme des jeunes, des étudiants et des cadres, et le pessimisme des personnes au foyer, des retraités, des vieux, des chômeurs. Mais les groupes nationaux sont beaucoup plus variés. Remarquons les Français, pessimistes comme souvent, qui pensent que la vie de nos enfants sera plus difficile que la nôtre. Cet avis est partagé par les Grecs, c'est plus compréhensible. En conclusion, l'opinion publique d'un pays est différente de l'opinion publique d'un autre pays. Chaque pays a sa propre opinion publique. Les habitants d'un même pays parlent entre eux, puisqu'ils ont la même langue, ils lisent les mêmes journaux, regardent les mêmes télévisions. Dans un autre pays, dans une autre bulle culturelle, les gens d'une autre langue lisent d'autres journaux, regardent d'autres télévisions dans une autre langue. Venons-en au problème des langues, dont il n'est pas question dans ces enquêtes récentes. Par contre, il y a quelques années, un eurobaromètre spécial était consacré aux langues. Mais même s'il était consacré aux langues, il n'était pas disponible dans les langues de la majorité des habitants de l'Union européenne. Les résultats généraux n'étaient qu'en anglais, allemand et français. Et même les résultats pour les différents pays ne sont disponibles qu'en anglais, contrairement au Parlemètre 2016. Et les comparaisons ne sont pas toujours simples entre les pays. Par exemple, en Espagne, l'espagnol n'est déclaré langue maternelle que par 82% des habitants. Donc, dans une enquête sur l'Espagne, l'espagnol est déclaré comme une autre langue, assez bien connue pour participer à une conversation par 16% des individus, et le catalan par 11%. En abscisse, le pourcentage d'habitants comprenant une langue non maternelle, assez bien pour participer à une conversation. En ordonnée, le pourcentage comprenant assez bien pour suivre les nouvelles à la radio et à la télévision. Bien sûr, en Espagne, l'espagnol et le catalan doivent en faire une certaine proportion. Le point EU27 correspond à la moyenne pour l'ensemble de l'Union européenne. Environ la moitié des habitants de l'Union sont capables de faire une conversation dans une langue étrangère ou de suivre les nouvelles à la radio ou à la télévision. Certains se lamentent du mauvais niveau des Français. Ils n'ont pas tort, mais les Français sont très proches de la moyenne de l'Union européenne. En haut à droite, les bons en langue sont les luxembourgeois, grâce à leur système de plusieurs langues officielles à employer dans diverses circonstances. Malte est très proche, parce que cette île a été administrée par les Britanniques pendant plusieurs siècles. Les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, ont une bonne connaissance du russe, notamment parce qu'il y a une bonne minorité de russophones dans ces pays. La Slovénie, où aucun lieu n'est à plus de 50 km d'une frontière, est obligée d'avoir de nombreuses relations avec les pays voisins. Les Pays-Bas sont aussi très bien placés. D'une façon générale, la partie droite du nuage est constituée des petits pays, dont les habitants sont quasiment obligés d'avoir des contacts avec ceux des pays voisins. Par contre, la partie gauche est constituée des pays plus grands et plus peuplés qui ont moins d'obligations d'échange avec leurs voisins. Bien sûr, l'anglais est la langue étrangère la mieux comprise, mais seulement d'une minorité d'Européens. Ici, il est question des langues non maternelles. Avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, on peut penser que cette proportion de 38% va correspondre à peu près à la proportion totale d'Européens capables de comprendre l'anglais. Malgré tous les efforts des gouvernements pour augmenter cette proportion, elle n'a pas changé entre 2005 et 2012, probablement à cause de l'entrée des nouveaux pays, surtout à l'est de l'Europe, dont les habitants parlent mieux russe qu'anglais. Il n'est pas précisé quel est le niveau de la conversation. Peut-être est-ce seulement pour commander un repas dans un restaurant. Suivre les nouvelles à la télévision et surtout à la radio est beaucoup plus difficile que de faire du tourisme.
la proportion des personnes comprenant l'anglais est seulement de 1/4 des Européens. Et une nette majorité est incapable de suivre les nouvelles dans une autre langue que leur langue maternelle. Les proportions sont pratiquement identiques pour lire des articles dans des journaux ou des magazines. Pourtant, pour se faire une opinion dans un débat démocratique, il est indispensable de pouvoir lire ou entendre les opinions d'autres personnes et de comprendre les arguments de ses adversaires pour pouvoir y répliquer. C'est totalement impossible à l'échelle de l'Union européenne, là encore, malgré l'action des gouvernements depuis plusieurs dizaines d'années, qui dépensent beaucoup d'argent pour l'enseignement des langues étrangères et en particulier de l'anglais. Venons au même rapport Eurobaromètre à demander aux habitants quelles sont les langues qui seront utiles pour leurs enfants. Parmi les langues extérieures ou langues officielles de l'Union européenne, il y a le russe et le chinois. Et les opinions sont très variées. C'est normal que les Lettons, les Lituaniens et les Estoniens accordent de l'importance au russe, langue de leurs grands voisins de la Russie, mais aussi d'une bonne partie de leur population. Par contre, il est moins évident de justifier l'engouement des Français pour le chinois. Il n'y a que nous pour avoir cette opinion. Même s'il y a des différences entre les opinions nationales, près des 3/4 des Européens pensent que tout le monde devrait pouvoir parler une langue commune. Pour l'instant, on en est loin, mais le désir est clairement exprimé. Normalement, dans une démocratie, les gouvernants devraient essayer de faire ce que souhaite le peuple. Encore plus clairement exprimé, le désir des peuples européens d'une égalité de traitement des différentes langues. Plus des 4/5 sont de cet avis. Et comme le traité de Lisbonne, qui sert officiellement de base à l'Union européenne, indique dans son article 2 que l'Union est fondée sur les valeurs de démocratie, d'égalité, du respect des droits des minorités, dans une société de pluralisme, de non-discrimination, etc., les gouvernants doivent accéder à ce désir. C'est clairement dit dans la conclusion de ce rapport Eurobaromètre. Il est même dit que ce désir d'égalité de traitement entre toutes les langues est exprimé de plus en plus nettement. Donc, que doivent faire les gouvernements? Comment résoudre ce problème de désir contradictoire? Première solution, faire disparaître le problème, supprimer l'Union européenne, un peu comme a disparu autrefois l'Union soviétique. Deuxième solution, favoriser un seul des deux désirs et imposer l'anglais. C'est comme ça qu'ont fait les gouvernements français depuis plusieurs siècles, jusqu'à ce que le français soit connu de tous. Ensuite seulement est venue l'égalité des citoyens et la démocratie. C'est la même chose en Italie, où les dialectes napolitains ou vénitiens ont été écrasés par l'italien réglementaire, ou en Allemagne. Troisième solution, laisser faire, en gardant l'Europe similaire à l'Autriche-Hongrie du XIXe siècle. Mais l'Autriche-Hongrie n'a pas résisté à la crise de la Première Guerre mondiale. L'Union européenne risque de ne pas résister aux crises à venir. Changement climatique, surpopulation mondiale, migration ou autre. Ou bien, l'alternative, l'espéranto. Langue qui a été conçue spécialement pour ça, la communication entre personnes de langues maternelles différentes. Langue qui est équitable parce qu'elle n'est la propriété d'aucun peuple européen, personne n'est avantagé ou discriminé. Langue qui est beaucoup plus facile que les langues traditionnelles, son apprentissage n'empêche pas d'apprendre en plus d'autres langues. Au contraire, apprendre l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur d'autres langues. Même si ça semble risible à beaucoup, on peut poser la question, est-ce que l'Union européenne peut se passer de l'espéranto? Sous-entendu, peut se passer de l'espéranto pour respecter à la fois la nécessité d'une langue commune et le désir d'un traitement équitable de toutes les langues.